Suzy Mefoum Sima est doctorante sous la direction de Jésus Alonso. Ah, ça c'est les ressources, désolé. Hein. Ok, ressources Alonso Carbal, c'est ça, Carbales? Carvalles. Bon. Ok, désolé d'écorcher le nom. Carbales, au sein du laboratoire Améribert. Son travail de thèse porte sur la Guinée équatoriale entre l'Espagne et la France, enjeux culturels, économiques et diplomatiques au XXIe siècle. Elle aborde des questions liées aux influences culturelles, à l'intégration régionale et aux relations entre États. Au cours de son parcours académique, elle a eu l'opportunité de partager ses travaux lors des conférences et de collaborer avec des spécialistes de son domaine, ce qui enrichit considérablement son travail. Alors, en ce jour, son travail portera sur la francophonie, donc francophonie et lusophonie en Guinée équatoriale comme moyen d'affranchissement de l'influence culturelle espagnole. Mademoiselle Mefoum. C'est madame. Madame Mefoum, désolé, c'est à vous. Ok. Alors, bonsoir à tous et merci à Soraya d'avoir bien voulu que je participe à cette journée d'études. Voilà. Et merci à vous qui êtes présents depuis hier. Donc, permettez-moi de modifier un aspect sur mon thème. Le thème initial, c'est effectivement francophonie et lusophonie en Guinée équatoriale comme moyen d'affranchissement de l'influence. C'était de base influence culturelle. J'ai enlevé culturel et gardé l'influence espagnole dans la mesure où les raisons qui conduisent la Guinée équatoriale à intégrer les espaces aussi bien francophones que lusophones ne se fondent pas nécessairement sur des motivations culturelles. Donc j'ai bien voulu présenter des choses de façon générale sans me baser sur l'aspect culturel qui n'a vraiment pas d'impact sur le terrain. Donc, en guise d'introduction, il faut noter que la Guinée équatoriale est historiquement un pays hispanophone. Donc, du fait d'avoir été colonisée par l'Espagne, la Guinée est un pays hispanophone. Et comme la plupart des pays des anciennes colonies françaises ayant maintenu le français comme langue officielle, la Guinée équatoriale a maintenu l'espagnol comme langue officielle après la colonisation. La Guinée équatoriale est un pays hispanophone et comme la plupart des pays ayant maintenu les langues européennes pour en faire les langues officielles après les indépendances, la Guinée équatoriale a maintenu l'espagnol qui était déjà une langue officielle depuis la colonisation. Et donc cette langue s'est maintenue après les indépendances. Et aujourd'hui, l'espagnol assure, on va dire, une légitimité linguistique en Guinée équatoriale. En effet, les textes officiels et la vie quotidienne confèrent à l'espagnol une importance capitale. Et l'espagnol est aussi cette langue-là qui permet aux différentes ethnies de la Guinée équatoriale de pouvoir communiquer dans la mesure où un Fan et un Boubi ne pouvant pas communiquer entre eux. Donc, ils se servent de l'espagnol pour pouvoir communiquer. Donc, c'est une langue interethnique entre les populations de la Guinée équatoriale. Curieusement, on voit aussi qu'à côté de cette importance que l'espagnol et de l'Espagne en Guinée équatoriale, après les indépendances, le pays a cherché à se rapprocher d'autres espaces géopolitiques et à nouer des liens avec d'autres partenaires. Ce qui se traduit sur le terrain par l'adhésion du pays aux organismes aussi bien francophones que lusophones, dont j'ai cité la CPLP, la Communauté des pays de langue portugaise, et l'OIF, dont l'Organisation internationale de la francophonie. Du coup, on se pose des questions. Quelles sont les motivations qui amènent un tel pays qui, de base hispanophone, qu'est-ce qui amène la Guinée équatoriale à intégrer ces espaces lusophones et francophones? Est-ce qu'il y a des enjeux derrière? Et est-ce que c'est un moyen pour le pays de s'affranchir de son héritage colonial espagnol? Ou bien quelles sont vraiment les motivations, les enjeux liés à ces intégrations-là? Donc, en vrai, ces intégrations ont permis à la Guinée équatoriale de sortir de l'isolement dans lequel le pays se trouvait. Donc, loin d'être de simples volontés politiques, ces intégrations ont tout leur sens dans le territoire équato-guinéen. Donc, comme objectif, vraiment, le but est d'analyser, essayer de voir comment la volonté de la Guinée équatoriale de s'ouvrir à la scène internationale constitue un moyen de s'affranchir de l'influence espagnole. Voilà, nous allons nous baser, pour avoir fait un tour en Guinée équatoriale en 2023,
nous allons un peu essayer d'analyser par rapport à nos différents entretiens que nous avons passés sur place et les connaissances que nous avons acquises par rapport aux différents livres que nous avons lus, qui ne sont pas forcément mentionnés dans le travail vu qu'on n'a pas assez de temps. Donc, on va commencer par montrer les raisons qui ont conduit la Guinée équatoriale à intégrer les espaces aussi bien francophones que lusophones. Donc, comme première raison ayant conduit la Guinée équatoriale à intégrer l'univers francophone, nous avons la position de la Guinée équatoriale qui la rendait un peu isolée dans la sous-région de l'Afrique centrale. Donc, la carte que vous voyez, c'est la carte de la CEMAC et la carte des pays avec lesquels la Guinée elle est frontalière. Donc, les historiens, pour certains historiens, la Guinée équatoriale est souvent présentée comme une enclave hispanophone au cœur de la francophonie en Afrique centrale. La carte que vous voyez sur l'écran nous montre la Guinée équatoriale qui est, on va dire, la Guinée est constituée de deux parties. Il y a une partie insulaire et une partie continentale. Donc, la partie continentale, nommée le Royaume-Uni, il y a un petit verre qui s'aperçoit entre le Cameroun et le Gabon. Ça, c'est la partie continentale de la Guinée équatoriale. Donc, cette partie continentale se retrouve située entre deux pays francophones. Donc, au nord, nous avons le Cameroun et au sud, le Gabon. Et ces trois pays, il faut noter que ces trois pays partagent et ont des communautés appartenant au même groupe ethnique qui sont les Fang, dont je suis originaire, voilà, je suis Fang. Du coup, ces trois pays peuvent communiquer entre eux. Et la Guinée équatoriale ne parlant pas le français, donc le Fang était cette langue-là qui permettait à ces populations, puisque partageant les frontières terrestres, dont les populations pouvaient facilement communiquer avec les différents pays, que ce soit les Gabonais ou les Camerounais. Mais sauf que les populations, si facilement ils peuvent communiquer, les diplomates, lorsqu'ils se retrouvaient dans les différents sommets, ne pouvaient pas communiquer en Fang, puisque le Fang n'est pas une langue officielle de l'Union africaine. Ce qui fait qu'ils rencontraient des difficultés à pouvoir communiquer entre eux. Si dans la vie quotidienne, les Équatos pouvaient facilement communiquer avec leurs voisins, mais les diplomates vraiment peinaient à interéchanger avec leurs homologues. Aussi, à côté de ça, on voit bien le Tchad, la Centrafrique et le Congo, qui sont aussi des pays francophones, dont partageant le français, et une monnaie commune qui est la communauté financière d'Afrique, dont la Guinée équatoriale, étant dans le même espace, se retrouve malheureusement isolée, parce que tous les autres pays parlant le français et ayant la même monnaie, donc c'est le pays qui se retrouve isolé. Du coup, à côté de cette position qui rendait, difficile la collaboration, on note aussi les difficultés de coopération et de collaboration dans cette zone-là dite francophone. Du coup, la Guinée équatoriale, il faut noter qu'après les indépendances du pays en 1968, les relations entre l'ancienne puissance et la Guinée ont évolué entre tension et méfiance. Et cette tension se manifeste sur le terrain par la première crise, dite la crise hispano-guinéenne de 1969, opposant l'Espagne à la Guinée équatoriale. Ainsi, cette crise, pour ne pas m'étendre sur la crise hispano-guinéenne, cette crise a conduit Mathias Nguema, qui est le premier président de Guinée équatoriale, à créer sa propre monnaie, nommée l'Ekwele. Donc, de base, lorsque l'Espagne arrive en Guinée, ils introduisent la peseta guinéenne, qui est une monnaie que le pays utilisait. Mais après la crise qui a opposé les deux pays, Mathias Nguema décide alors de créer sa propre monnaie. Mais sauf que dans la sous-région, la Guinée étant isolée du fait de sa position et du fait d'être un pays hispanophone, l'inconvertibilité de la monnaie, puisque les pays d'en face utilisant le franc CFA, l'inconvertibilité rendait difficiles les échanges dans la sous-région. Donc, ce qui fait que toutes ces difficultés ont amené les Équato-Guinéens, les autorités, à s'interroger, à trouver nécessaire de pouvoir intégrer la francophonie. Il faut aussi noter qu'à cette période, le pays se trouve franchement géographiquement isolé de façon au niveau géopolitique parce que n'appartenant à aucune organisation multilatérale d'Afrique centrale, parce que ne partageant pas la langue, la monnaie, bref, la Guinée se retrouvait seule. Ce qui a conduit
les autorités voilà, à intégrer la francophonie. Dans cette perspective, vous avez une citation qui se trouve à l'écran. Donc Faustin Zamben, c'est un diplomate équato-guinéen et c'est aussi un auteur. En parlant de l'intégration de la Guinée équatoriale qui s'est fait malheureusement qui a contraint voilà, la Guinée à intégrer l'univers francophone. Il note en disant: l'intégration de la Guinea Ecuatorial en la zona francófona no fue en ningún momento la prioridad de este país, ya que quiso mantener por elegancia y orgullo su anterior idioma principal y único en el continente. Pero las dificultades de camino que se hace andar hicieron que Guinea Ecuatorial se asociara al elenco de países de la zona. Donc, ce que le diplomate et auteur équato-guinéen note est que la volonté de la Guinée équatoriale n'était pas d'intégrer la francophonie. Voilà, sa volonté première n'était pas d'intégrer cet espace. Mais il nous arrive parfois des situations qui s'imposent à nous. Donc, voilà cette francophonie-là. En voyant comment les diplomates peinaient à pouvoir échanger avec leurs homologues, en voyant comment le pays sombrait dans des difficultés économiques, puisque ne pouvant pas collaborer avec les voisins de la sous-région, la francophonie était vraiment cet élément-là qui s'offrait à eux comme voilà, un plat, un gâteau sur le plat, comme on dit, hein, c'est ça, non? Voilà. Donc, à côté de cette adhésion à la francophonie qui se fonde aussi bien sur les motivations économiques et voilà, géographiques, on note que la Guinée, curieusement, intègre aussi la CPLP, qui est la communauté des pays de langue portugaise. Et on s'interroge, quelles sont les motivations qui ont conduit la Guinée à intégrer cet espace en 2014, après avoir au préalable adopté le portugais comme troisième langue officielle en 2011. Voilà. L'adhésion de la Guinée équatoriale à la communauté des pays de langue portugaise se fonde dans un premier temps sur des raisons historiques. Il faut dire que à l'époque des grands voyages maritimes au XVe siècle, les navires portugais étaient les premiers Européens à explorer la zone du golfe de Guinée dans laquelle la Guinée est située. Et dans cette perspective, ils ont découvert l'actuelle Guinée équatoriale. Et par la suite, ces colonies appartenant au Portugal ont été cédées à l'Espagne à la suite de la signature du traité dit El Pardo en 1778. Il faut dire que à l'époque de ces voyages-là, l'Espagne a été écartée de l'Afrique noire par le traité dit Tordesillas. Mais c'est après l'accord avec le Portugal que l'Espagne sera présente en Afrique. En cédant une partie des colonies d'Amérique latine au Portugal. Donc, dans un premier temps, lorsque nous avons eu à interroger certains dirigeants de Guinée équatoriale et certains riverains, c'était vraiment la raison qui arrivait un peu plus par rapport aux raisons qui ont conduit la Guinée à intégrer l'espace dit lusophone. Donc, ils ont avancé l'argument historique. Voilà, comme étant, voilà, la Guinée était ce premier pays-là c'est le Portugais qui a découvert le pays en premier. Donc, en voulant se rapprocher de ce pays, on a bien voulu intégrer la CPLP. Donc, l'autre raison qui pourrait justifier l'entrée de la Guinée dans la CPLP se fonde un peu plus sur la justification culturelle. Il faut noter que la Guinée étant constituée de deux parties, une partie insulaire et une partie continentale, la partie insulaire étant constituée de deux îles, enfin voilà, petites îles. Donc, l'une des îles, l'île Annobon, les habitants d'Annobon continuent à parler un créole à base portugaise, dont j'ai noté le Fadambo. Voilà, c'est un créole à base portugaise que les Équato-Guinéens de l'île d'Annobon continuent à parler. Donc, c'est aussi une autre raison qui a conduit le pays à vouloir adhérer à la CPLP. Donc, c'est un peu ici la chronologie de l'intégration de la Guinée dans la francophonie. Donc, ça s'est fait de façon progressive. 1983, l'intégration à l'UDEAC, l'Union douanière des États de l'Afrique centrale, qui a remplacé la CEMAC en 1994. Donc, 1984, l'adoption du franc CFA. 1985, la Guinée devient le 6e État membre de la Banque des États de l'Afrique centrale. En 1989, le pays intègre l'OIF avant d'adopter le français comme seconde langue officielle en 1998.
Donc, après avoir présenté brièvement ces raisons qui ont conduit la Guinée à intégrer les univers aussi bien francophones que lusophones, nous allons montrer un peu quels sont les bienfaits de ces espaces. Qu'est-ce que la francophonie et la lusophonie apportent à la Guinée équatoriale? Quels sont les fruits de cette intégration-là au niveau de la Guinée équatoriale? Donc, on note que l'adhésion à la Guinée équatoriale à des organismes francophones de la sous-région lui a permis de sortir de son isolement et de se rendre visible sur la scène régionale, ce qui a permis à ses dirigeants d'occuper des postes stratégiques au sein des principales organisations sous-régionales. Donc, avant, la Guinée étant isolée, après cette intégration est devenue visible. Ce qui s'est traduit sur le terrain par le fait que l'actuel président de la commission CEMAC, c'est l'équato-guinéen Balthassa Ngonga Edjo, tout comme l'actuel président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, donc Obiangui Mambazoko, qui est actuellement le président de cette communauté-là. Il faut aussi noter que la Guinée équatoriale abrite le siège du Parlement de la CEMAC. Donc tout ça, c'est à travers son intégration à la francophonie que le pays se rend petit à petit visible. Parlant de la CPLP, l'adhésion à la communauté des pays de langue portugaise en 2014 a renforcé les relations avec les puissances lusophones comme le Brésil ou encore l'Angola. On note que l'Angola est une puissance pétrolière comme la Guinée. Donc le fait d'intégrer la CPLP ne peut que renforcer son partenariat avec ce pays important pétrolier. En petit 3, nous avons voulu présenter en quelque sorte dans quelle mesure l'intégration de la Guinée aux organismes francophones et lusophones constitue un moyen de s'isoler, de s'écarter de l'influence espagnole. Donc, comme premier argument, nous allons parler de l'ouverture vers le multilinguisme. En effet, l'adoption du français et du portugais comme langue officielle permet au pays de se positionner du point de vue théorique comme un pays plurilingue, alors que l'Espagne a traditionnellement occupé une position privilégiée en Guinée équatoriale. Cette évolution du pays vers d'autres espaces linguistiques vise à réduire la centralité de l'espagnol et à inscrire le pays dans une dynamique continentale plus large. Et par ailleurs, la diversification des alliances internationales permet à la Guinée équatoriale de réduire sa dépendance à l'Espagne. On note que le pays, la Guinée est souvent critiquée par l'Espagne de ne pas assez appliquer les droits de l'homme ou de faire usage de mauvaise gouvernance. Ainsi, le pays peut désormais compter sur le Gabon ou l'Angola avec qui le pays partage les réalités, disons-le, similaires. Donc, rapidement, puisque j'ai plus assez de temps, en guise de conclusion... 5 minutes. En guise de conclusion, la lusophonie et la francophonie ne sont pas de soi anodins pour la Guinée équatoriale, mais des moyens de sortir de sa dépendance historique de l'Espagne et de l'espagnol. Mais on note curieusement que les domaines concernés par cette émancipation, cette intégration, sont des domaines beaucoup plus économiques et politiques. Sur le plan culturel et linguistique, l'adhésion de la Guinée équatoriale à l'OIF et à la CPLP reste noir sur blanc. Parce que ce qu'on note est que sur le papier, c'est vrai que le portugais est troisième langue officielle du pays et le français, seconde langue officielle du pays depuis 1998. Mais en vrai, il n'y a pas de mesures qui ont été prises en faveur de ces langues-là. Parce que lorsque la Guinée intègre la CPLP, l'une des conditions était de faire du portugais une troisième langue officielle. On suppose que sur le terrain, les mesures allaient suivre pour promouvoir cette langue-là. Aussi bien ce qui est évident pour le portugais, c'est aussi évident pour la francophonie avec le français. Mais sauf qu'il n'y a pas une volonté chez le gouvernement de promouvoir ces langues-là. Parce que le français, pendant le cas du français, le français étant deuxième langue officielle, continue à être enseigné comme une langue étrangère en Guinée équatoriale, c'est-à-dire 2 heures par semaine à l'université, ce qui n'est pas déjà, même le Gabon qui n'a pas fait de l'espagnol une seconde langue officielle, l'espagnol est enseigné, je crois, 3 heures par semaine au lycée. Alors qu'en Guinée équatoriale, pourtant, français, deuxième langue officielle, continue à être enseigné comme langue étrangère. Donc, on note vraiment que ces adhésions aux espaces géopolitiques se font sur des motivations purement économiques et géopolitiques. Mais sur le plan culturel, on ne note pas une avancée significative. Donc, je vous remercie.